Le texte parle de la réincarnation du comte de Saint-Germain et se demande si la réincarnation du Christ est également possible. Il explique que la fraternité blanche d'Ivanov et la fraternité blanche de Michael Onram puisent leurs enseignements dans des sources différentes, mais qui ont toutes deux pour but l'évolution spirituelle de la planète. En ce qui concerne le Christ, il était un homme avant d'être le Christ, et il n'est pas nécessairement né christique, mais avait le potentiel de devenir christique grâce à son évolution spirituelle. Il est également mentionné que les enfants du Christ, issus de sa descendance, n'étaient pas nécessairement christiques à la naissance, mais avaient un potentiel génétique intéressant pour une éventuelle évolution spirituelle. Enfin, il est précisé que certains des enfants du Christ ont joué un rôle dans l'évolution des peuples, notamment en tant qu'apôtres. L'énergie vitale, lorsqu'elle devient suffisamment dense, se transforme en matière atomique et forme les molécules qui constituent la matière. L'énergie supplémentaire qui ne peut pas être absorbée par l'intelligence humaine devient de l'énergie astrale. Cette énergie astrale est recueillie par les molécules rares présentes dans l'atmosphère et constitue des mémoires astrales. Ces mémoires peuvent être utilisées par des individus en contact avec l'intelligence supramentale pour accéder à un savoir pur et supramental adapté à l'humain. Cependant, il est important de faire attention à ne pas entrer en contact avec l'astral de manière déséquilibrée. L'énergie supramentale traverse la Terre et toutes les informations exprimées par une antenne supramentale sont automatiquement mémorisées dans les plans stropes, créant ainsi de l'astral supramental. Cependant, cette mémoire est limitée à ce qui a été exprimé par une antenne supramentale, et l'énergie non captée peut être recueillie par les molécules de gaz rares. Ce texte aborde le concept de l'énergie supramentale et de son lien avec les humains. Il explique qu'il existe une sphère astrale supramentale qui peut être accessible aux humains, ainsi qu'une sphère supramentale pure qui est plus difficilement accessible. L'auteur souligne que le problème des humains qui ont de l'ego est qu'ils sont incapables de se satisfaire de ce qu'ils ont et recherchent toujours plus. Lorsqu'un individu cherche à entrer en contact avec les plans supramentaux, il peut tomber dans un réservoir d'énergie astralisée, où il pourra boire, puis partager ses connaissances à travers des conférences. Cependant, deux défauts majeurs peuvent se présenter, il sera limité par ce que le réservoir contient déjà et il parlera automatiquement contre les autres antennes supramentales, car elles n'ont pas d'ego. L'auteur souligne que ces individus doivent être ajustés et ne pas chercher à impressionner leur public. Finalement, il explique que ceux qui ont de l'ego et qui entrent en contact avec l'astral supramental pensent qu'ils sont en contact avec l'intelligence, mais cette intelligence est limitée et ils parlent contre les autres antennes pour se crédibiliser. Le concept d'un contact supramental est mentionné, selon lequel seules les personnes ayant atteint cette conscience supérieure pourront discerner entre un contact pur et un contact coloré. Cependant, il est souligné que beaucoup de faux prophètes émergeront et se feront passer pour des contactés. Le cheminement de l'homme passe par différentes sphères du monde de la mort, du monde de la vie et du ciel, jusqu'à atteindre l'énergie supramentale pure. Cela implique de traverser l'astral supramental qui flotte au-dessus du Québec. Certains individus auront cette connexion tandis que d'autres non. Ceux qui sont égocentriques seront trompés et penseront avoir réussi, ce qui entraînera l'apparition de faux contactés. Une personne suffisamment désintéressée et évoluée comprendra que l'intelligence supramentale est au-delà de sa propre conscience et ne s'opposera pas aux autres. Elle avancera et, en traversant les sphères de l'astral, elle percevra une intelligence encore plus grande et moins colorée. Le but ultime est d'atteindre l'intelligence supramentale pure. Il existe donc deux formes de contactés, et il est expliqué que le phénomène du contact astralisé est dangereux car le disciple peut devenir l'ennemi du maître. Cependant, l'orateur se considère comme par un maître et n'a pas de disciple, évitant ainsi ce problème. Il est souligné que le chemin vers le contact pur peut sembler long car il nécessite un désintéressement de soi. Ceux qui ont un contact astralisé seront les derniers à atteindre le contact pur, car ils sont attachés à cette sphère de l'astral. L'énergie supramentale qui n'est pas encore absorbée par l'homme se retrouve dans un réservoir dans l'astral. En résumé, il est dit que pour atteindre le contact supramental pur, il faut traverser différentes sphères de conscience, en évitant les pièges de l'ego, afin de parvenir à une compréhension supérieure et une intelligence pure. La personne qui a une fusion partielle ou totale ne présente aucun danger pour ceux qui sont en contact intime avec elle. Cependant, il peut y avoir des perturbations égoïques et une souffrance liée au fait que cette personne est différente et ne fonctionne pas selon les normes habituelles. Il est important de ne pas considérer cette personne comme un dieu ou un maître, mais plutôt de la traiter avec bienveillance et respect. Le
texte évoque différents concepts et sujets tels que l'ego, la fusion éthérique, l'ajustement de la parole et de la pensée, l'expression de l'énergie supramentale et l'utilisation du PMC+. Il souligne l'importance d'instruire l'ego pour pouvoir exprimer pleinement notre intelligence et notre potentiel. Il explique que l'ajustement de la parole est essentiel car la parole influence la pensée. Il aborde également la fusion éthérique et mentionne que la fusion avec l'énergie supramentale peut se produire lorsque l'on atteint l'immortalité. Il mentionne le PMC+, qui permet d'entrer en contact avec une intelligence supérieure et d'exprimer cette intelligence. Il insiste sur le fait qu'il est nécessaire d'être humble et ouvert à cette expression. Il souligne que l'instruction de l'ego nécessite l'introduction de nouvelles mémoires et que cela peut entraîner des changements et des défis. En résumé, le texte aborde la nécessité de travailler sur notre ego, d'ajuster notre parole et de rester ouvert à l'expression de notre intelligence et de l'énergie supramentale. Il met en évidence l'importance de l'instruction de l'ego et encourage à utiliser le PMC+ comme outil pour développer notre potentiel. L'être humain aura toujours une forme physique et gardera une certaine mémoire pour évoluer. La mémoire est essentielle car elle permet de progresser sur l'échelle de l'évolution. Cependant, il est important de ne pas s'accrocher uniquement à la mémoire, car elle ne peut pas nous conduire plus haut que le 15e étage. Le véritable salut se trouve au 20e étage, où l'on peut rencontrer l'intelligence supérieure. Pour atteindre cet étage, il faut passer par différentes étapes et accumuler suffisamment de connaissances. La mémoire est donc utile mais ne doit pas être considérée comme la solution ultime. Il faut aller au-delà de la mémoire pour atteindre la véritable évolution. Dans cette discussion, on parle de l'importance de la mémoire et de sa capacité à accumuler des connaissances. Cependant, il est souligné que la mémoire a une limite, tout comme un édifice fait de blocs de glace ne peut pas monter plus haut que le 15e étage sans écraser les blocs en dessous. L'intelligence de la mémoire doit donc être comprise et utilisée de manière efficace. Pour instruire l'ego et renforcer sa foi en des possibilités de développement personnel, plusieurs moyens sont suggérés. Les conférences du vendredi sont spécialement conçues pour cela, tandis que celles du dimanche ont davantage pour objectif de dynamiser les participants. Il est également suggéré d'explorer d'autres domaines de spiritualité, comme assister à une messe ou visiter des groupes comme les Krishna, afin de se reconnecter à ces archétypes et de comprendre en profondeur ce qui s'y passe. Il est également souligné qu'il est important de rester humble et de ne pas se laisser prendre par l'orgueil. Certaines personnes peuvent être tentées de penser qu'elles n'ont plus besoin d'apprendre une fois qu'elles ont atteint un certain niveau, comme après avoir suivi le séminaire PMCI1. Cependant, cela est considéré comme un problème, car il est important de continuer à se former et à nourrir son ego en permanence. Pour s'énergiser, il est suggéré de se reconnecter à ses relations familiales et sociales, en rendant visite à des parents, des sœurs ou des amis, même si cela peut parfois être inconfortable. Il est également important de continuer à s'instruire, mais en gardant à l'esprit que le véritable épanouissement se trouve dans la capacité à voir l'intelligence qui se cache derrière chaque chose. Il est donc essentiel de se mettre dans un état vibratoire propice à la découverte de cette intelligence. L'homme nouveau est celui qui sait percevoir l'ordre de cette intelligence dans toute chose, tandis que l'homme transitif doit convaincre son ego de croire qu'il y a de l'intelligence derrière chaque chose, même dans des événements apparemment négatifs comme un meurtre. Pour cela, il est important d'observer les choses sans jugement ni condamnation, afin de comprendre leur raison d'être. Il est dit que derrière tous les événements terrorisme mondial, tremblement de terre, handicap, il y a une raison intelligente. On est invité à se convaincre de cela et à cesser de chercher des raisons stupides. Le psychisme individuel et planétaire est décrit comme étant la phénoménologie astrale, où l'individu peut se connecter avec le monde archétypal de la conscience. Le psychisme planétaire a pour fonction de servir de référence à l'homme, tandis que l'astral individuel permet de se connecter avec l'astral collectif. L'évolution de l'humain implique l'émergence d'une conscience individuelle au-delà de la conscience collective, ce qui est essentiel pour soutenir un mental libre et une intelligence prémentale. Lorsque l'homme devient égoïque, il met de côté l'évolution collective pour se centrer sur lui-même, ce qui est considéré comme intelligent. Lorsque l'individu croit en de nouvelles possibilités, malgré l'opposition de la conscience collective, il peut devenir un homme nouveau. L'article aborde également la question des religions supérieures et suggère qu'elles pourraient ressembler aux religions actuelles avec des instructeurs et des formes de prière, et fait référence à des personnages du passé ayant eu des contacts avec des formes d'intelligence et ayant écrit des livres. Dans ce texte, l'auteur aborde l'idée que les modes et les
Religions mentales se sont développées dans le passé pour répondre aux besoins de compréhension et de croyance des individus. Ces modes et religions étaient souvent soutenus par des autorités scientifiques, théologiques et politiques, ce qui a conduit les masses à les adopter. Les symboles et les enseignements transmis par ces modes et religions servaient à permettre à certaines personnes initiées de comprendre des phénomènes inconnus auparavant. Cependant, ces modes et religions étaient également colorés par la masse et ont fini par être idolâtrés. Les individus qui pouvaient percevoir la véritable essence derrière ces modes de croyance étaient souvent vénérés comme des idoles. Finalement, l'auteur souligne que certaines religions mentales ont permis aux fidèles de s'en libérer, alors que d'autres religions astrales conservent les fidèles. La religion mentale s'est répandue lentement à travers le monde, avec différents prototypes colorés selon les continents. Chaque prototype a sublimé les archétypes existants, sans les démolir. Cette religion s'est formée d'elle-même par le besoin de la collectivité de trouver des mots justes pour se comprendre et évoluer. Au fil du temps, de jeunes individus ont transformé les choses, suscitant l'intérêt des personnes âgées. L'expansion de la religion mentale s'est produite dans une région spécifique, mais certains individus étaient reliés individuellement à cette mécanique sans être assujettis à la collectivité. Ces personnes avaient un avantage dans la transformation des néotypes religieux, car elles pouvaient les adapter à leurs propres croyances. La religion mentale était principalement axée sur l'instruction de l'ego. Certaines femmes ont joué un rôle clé dans cette évolution et ont été adorées et idolâtrées. Il était pensé que l'évolution collective de l'humanité viendrait des femmes. Il semble que l'information donnée concerne les rôles joués dans une certaine période de l'histoire, liée à la religion mentale et à la conscientisation individuelle. Certains individus ont accepté de jouer le rôle d'être idolâtrés et de conduire la religion mentale, afin de convertir les autres et de transcender les mécanismes collectifs. Cette religion mentale a perduré pendant près de 3000 ans, mais a fini par être niée et reniée. Certaines autorités théocratiques ont même abandonné leurs croyances pour se rallier à la religion mentale, ce qui a porté un coup aux différentes théologies de l'époque. Cette période a été marquée par des changements importants et a eu un impact sur l'évolution de la société. La dernière conférence du mois portera sur les secrets des fêtes du monde, qui sont souvent associés à des femmes ou des maris. La raison de cela reste à expliquer.